Ludovic Vuet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral de la CES. Moi, je suis Mathias Dufour, donc président de Hashtag le plus important, un think tank centré sur l'idée de l'empowerment et qui analyse en particulier les implications de la transition numérique sur l'emploi et le travail. Nous sommes particulièrement honorés de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Euh, plaisir. vous travaillez, la CES travaille sur le sujet des travailleurs des plateformes depuis de longues années. Vous-même, vous êtes très impliqué sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez d'abord très rapidement nous rappeler ce que c'est que la CES et puis pourquoi, selon la CES, le sujet des travailleurs des plateformes pose problème? Pourquoi et en quoi c'est un enjeu important pour l'avenir du modèle social? Oui, très bien, merci, pour votre invitation, hein, et c'est un plaisir de participer, et de discuter de ce sujet qui est super important pour la Confédération européenne des syndicats. La Confédération européenne des syndicats, c'est, l'organisation qui regroupe tous les syndicats au niveau européen et qui, porte sa voix, leur voix, la voix de 45 millions de travailleurs qui sont affiliés aux syndicats, membres de la CES, dans les débats européens. Et donc les débats européens, en partie évidemment, un des gros débats actuels, c'est sur les travailleurs de plateforme. Pour nous, c'est un point qui nous tenait à cœur depuis des années d'essayer d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme qui sont dans un Far West réglementaire, on pourrait dire, dans le sens où on a laissé faire beaucoup dans la période en 2000, de l'émergence des plateformes jusqu'en 2019. On a plutôt laissé faire, les régulateurs ont plutôt laissé faire les plateformes en les laissant se développer, en leur mettant très peu de règles. On a vu évidemment les conséquences en termes de conditions de travail, de non-respect des droits sociaux. Dès lors, pour un syndicat, c'est plutôt logique dès lors de s'attaquer à cette question-là, d'assurer le droit à la négociation collective des travailleurs, d'assurer leur classification correcte, soit en tant qu'employés, soit en tant que travailleurs réellement indépendants. Et donc, la zone grise dans laquelle jouent les plateformes doit être discutée et réglementée. C'est évidemment un enjeu fondamental parce que de plus en plus, alors qu'au début on parlait de certains secteurs type de livraison, de Utilité. transport, Mmh. ou alors online avec des consultants, etc., des designers, c'est un modèle qui par l'outil de l'algorithme, se développe de plus en plus dans le monde du travail et peut évidemment s'épandre et toucher quasiment tous les secteurs parce que l'organisation algorithmique de la relation de travail et de l'allocation des tâches peut être un avantage assez important pour rendre plus profitable une activité. Donc on ne voit pas forcément une limite au développement des plateformes si on ne les met pas nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du nombre de travailleurs concernés aujourd'hui en Europe? Alors, c'est une question qui en soi est difficile. On ne sait se baser que sur les estimations qui ont été faites par la Commission européenne et sur des enquêtes qui sont faites aussi pour demander aux travailleurs s'ils travaillent parfois via des applications. En tout cas, dans le travail préparatoire qui a amené à la directive présentée par la Commission européenne en 2021, on parle de déjà 28 millions de travailleurs qui travaillent un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, avec des plateformes et avec un potentiel pour 2025 d'être déjà à 43 millions de travailleurs. Et si on parle de Donc en pourcentage du total de la population active européenne, à peu près, ça fait oui, donc ça fait un peu plus de 10, ça fait plus de 10%. En 2025, ça fera plus de 10%. Et quelque chose qui peut vraiment se développer très très vite. Et on n'a peut-être pas l'impression que ce soit aussi important à l'heure actuelle.
vu que la focale de discussion est souvent sur quelques métiers en particulier. Mais certainement que online, il y a énormément de travailleurs aussi qui commencent à travailler par les plateformes, qui reçoivent des tâches. Et alors, il y a évidemment une hétérogénéité importante entre les métiers où les travailleurs travaillent énormément pour pouvoir accéder à un salaire décent et où c'est leur activité principale, des secteurs où c'est plutôt la prise de tâches et une activité complémentaire ou secondaire par rapport à un emploi principal. Mais ce point-là de l'hétérogénéité n'empêche pas que chaque travailleur, quand il travaille, doit avoir des protections, doit être payé dignement, doit avoir des bonnes conditions de travail et que toutes les questions de santé et de sécurité soient aussi anticipées. Donc en fait, que ce soit une activité principale ou secondaire, importe peu sur la discussion du droit social. Alors donc, si on résume, pour vous, les raisons pour lesquelles c'est problématique, vous avez cité les questions de niveau de salaire, enfin de rémunération, parce qu'on ne parle pas forcément de salaire, puisqu'ils sont considérés comme indépendants, les questions de droit à la négociation collective, de santé et sécurité au travail. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Oui, et dans le concret, ce que ça veut dire, c'est évidemment, premièrement, le salaire, avoir assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir payer ses factures dans une période où c'est évidemment pas facile et donc une pression à travailler plus. Donc ça amène évidemment la discussion de si pour avoir un revenu décent, il faut travailler 60 heures, 80 heures sur une semaine. Quels sont les risques aussi qui sont derrière. Si ces travailleurs n'ont pas les droits attachés, évidemment la question de sans droit aux vacances, sans droit au chômage, sans droit à maladies, invalidités, etc. C'est aussi une pression importante à déjà premièrement couvrir ces risques par soi-même sur des revenus qui sont déjà très faibles, si on est un travailleur indépendant. Et c'est pas seulement le fait de le financer, mais c'est que l'anticipation des risques, c'est aussi une tâche qu'un employeur doit avoir. Et quand on parle d'un algorithme, l'anticipation des risques, de faire des courses de plus en plus vite, si on parle des coursiers, ou c'est évidemment un risque qui pourrait être anticipé bien plus facilement par une plateforme qui connaît l'état du trafic, l'état des livraisons, etc., par rapport aux travailleurs. Donc ces éléments de santé et de sécurité, c'est qu'un travailleur soit indépendant ou pas, en fait, sont au cœur des obligations qu'on doit amener aux plateformes. Et alors l'autre élément, c'est aussi la question de l'équité et de la discrimination, parce que sur une plateforme numérique, l'accès à la tâche, l'accès au travail n'est pas forcément équitable. Si on a une centaine de travailleurs, ceux qui sont les plus productifs, ceux qui vont les plus vite dans leurs tâches sont ceux qui vont recevoir le plus de tâches ou les tâches les plus rémunérantes par la suite par un système de profil de ceux qui se connectent le plus, de ceux qui sont le plus disponibles et de ceux qui ne font jamais faux bond. Évidemment, si on pense à une entreprise traditionnelle où on aurait des salariés et un manager ne pourrait pas traiter inéquitablement un travailleur qui est moins productif. Un travailleur qui peut-être a aussi un handicap, un travailleur qui a plus difficile et aurait besoin de plus de soutien. Et donc évidemment, le fait d'être traité par un algorithme fait que c'est la rentabilité directe qui est la seule variable qui est prise en compte, alors que les questions de discrimination et les questions d'équité, de rémunération, ou même le principe reconnu aussi en Europe de à travail égal, salaire égal, ne sait pas être appliqué. Et donc, on a besoin de régulation pour que ce soit appliqué. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs aux plateformes? C'est aussi un vivier d'emplois peu qualifiés qui peut aussi être le bienvenu en Europe. Bien sûr, bien sûr. Donc, la question derrière les plateformes, c'est évidemment quel est le nouveau service qui est créé. Et donc, si le service est utile à la société, eh ben, qu'il existe et qu'il puisse prospérer prospérer en respectant le droit du travail. Tout modèle qui ne sait pas respecter le droit du travail, par contre, ne doit pas forcément exister. C'est pas parce que le bien ou le service qui lui est associé trouve des preneurs
qu'il a besoin, qu'on doit permettre à tout service d'exister. Donc je pense que les plateformes peuvent amener, si elles étaient justement gouvernées d'une manière de mettre la protection des travailleurs au centre de la plateforme et du fonctionnement de son algorithme, elle pourrait même, en fait, en termes de santé et sécurité, mieux anticiper les risques qu'un manager traditionnel dans une entreprise. Donc, avec les données sur la tâche à effectuer, sur le profil de la personne, si ce n'était pas pour le profit immédiat, on pourrait penser à des plateformes qui sont très très utiles dans l'aide aux personnes, dans la santé, et où le développement de l'outil algorithmique soit mis au service de l'amélioration des conditions de la société. Je pense pas que par contre, que sur les plateformes dont on parle, on est sur une amélioration de la société en général, hein, pour le moment. D'accord. Vous avez cité le droit du travail, mais justement l'application du droit du travail est en soi un sujet puisque les plateformes considèrent qu'elles, contractualisent avec des indépendants et donc c'est pas le droit du travail qui s'applique, mais le droit des affaires. Tout à fait. Donc on a en effet, parmi les travailleurs de plateforme, 90 des travailleurs qui sont, classifiés comme indépendants, pas forcément par leur choix, parce que de toute façon, à partir du moment, où elles cliquent pour s'inscrire sur une application, et pour travailler avec cette application, elles sont bien forcées de respecter et d'accepter les conditions générales. Des conditions générales qu'elles n'ont dès lors pas négociées. Le propre d'un travailleur indépendant étant pourtant de négocier ces conditions générales avec son donneur d'ordre. On voit déjà qu'il y a un problème dès le départ sur le fait de devoir accepter les conditions générales en s'inscrivant sur une plateforme, retire déjà une grande partie de la potentielle autonomie. Après, la question de sont-ils réellement des travailleurs indépendants ou non, va évidemment plus loin que ce que je viens de dire, est-ce qu'ils ont dû accepter des conditions générales ou pas, mais elle doit se faire sur base de la réalité. Et donc ça, je pense que c'est une des avancées dans les discussions au niveau européen avec le projet de directive, c'est que la question n'est pas est-ce que telle personne s'est mis en accord avec une plateforme pour labelliser cette relation de travail comme du travail indépendant. La question est, est-ce que cette relation de travail est du travail indépendant ou pas selon le droit? Et donc les éléments de subordination. On ne peut pas s'accorder sur des éléments de subordination dans la relation de travail et puis écrire que c'est une relation de travail indépendant. Donc c'est cet élément-là de la primauté de la réalité par rapport à la volonté des parties. Est-ce que les parties, donc évidemment que c'est important le consentement et la volonté des parties pour un syndicat, mais dans le monde algorithmique aussi, ce que je disais au départ, de devoir accepter les conditions générales dès le départ, fait que le consentement il est quand même assez limité. C'est que si on veut travailler, il faut bien consentir. Alors justement, puisque vous évoquez le projet de directive européenne sur les plateformes, vous, en tant que Confédération européenne de syndicats, vous avez entre guillemets la chance de pouvoir évoluer à l'échelle européenne. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de l'Europe à date? Et puis ensuite, on va se focaliser sur ce projet de directive. Mais donc on voit qu'il y a une évolution dans l'action de l'Europe, dans le sens où, comme je disais, de l'émergence des plateformes à 2019, donc le début de la dernière Commission européenne, le dernier mandat de la Commission européenne, on était plutôt dans un laisser-faire où les plateformes, il fallait pas leur mettre d'obstacles pour qu'elles puissent se développer parce qu'elles feraient de l'innovation, etc. Bon, j'ai toujours pas compris le lien entre innovation et statut. Donc l'innovation, elle fonctionne aussi dans les grosses entreprises par la recherche et l'investissement. Donc, il n'y a pas vraiment de lien entre l'innovation et le statut et de devoir travailler avec des indépendants et moins les payer. Ça n'a rien à voir avec l'innovation. Mais donc, on a vu une évolution en 2019 et également après une évolution encore plus forte après la crise du Covid-19 en 2020, avec la reconnaissance qu'il y avait un problème à traiter. Dès que la Commission européenne s'installe, en 2019, dans la lettre de mission du commissaire à l'emploi,
il y a en effet le devoir de s'attaquer à l'amélioration des conditions de travail et la négociation collective des travailleurs de plateforme. Et donc là, la Commission a commencé à lancer des consultations, mais surtout après le Covid, et le Covid avait pu exemplifier à quel point des travailleurs étaient aussi en vulnérabilité, mais en même temps essentiels. Donc essentiels pour quand nous on était enfermés, nous amener à manger, ou en tout cas pour ceux qui voulaient commander à manger en ligne, mais en même temps face à une pandémie sans protection, sans pouvoir arrêter parce qu'il n'y a pas de protection sociale non plus. Et donc ça montrait et exemplifiait bien le problème à attaquer. Et en même temps, en 2019-2020, énormément de cas juridiques, souvent portés par les syndicats, Mmh. devant les cours nationales, parce que donc, les syndicats ont donc dû, et les travailleurs ont donc dû aller devant les cours, parce que ni les plateformes ne se reconnaissaient comme employeurs, dès lors on ne pouvait pas commencer à négocier des conditions de travail avec elles, ni les États ne commençaient à prendre des mesures que pour faire respecter le droit du travail, et donc il a fallu aller devant les cours. Mais ces cours, dans une extrême majorité des cas, ont montré que selon le droit national, ces travailleurs n'étaient en fait pas réellement indépendants et devaient être qualifiés. Mais si je prends les cas dont on parle, on attend un peu partout en Europe que ces travailleurs deviennent des travailleurs salariés. Donc si on prend le cas de la France avec l'arrêt de la Cour de cassation en 2020 contre Uber, si Mmh. on prend le cas de Deliveroo avec le procès pour travail dissimulé commencé en 2020, et puis évidemment il y a eu des appels, des deuxièmes instances, etc. Et puis finalement des décisions en 2022. Quand bien même la décision finale par la Cour a été qu'il y avait une relation de subordination entre le travailleur et la plateforme, aujourd'hui, il n'y a aucun travailleur de ces plateformes qui est salarié. Euh, on voit le problème grâce à la jurisprudence. Donc la jurisprudence établit assez fortement qu'il y a une relation de travail, mais il y a besoin d'une initiative qui va plus loin pour que justement on règle cette question-là de manière au niveau politique. Et donc là, la Commission européenne a alors commencé à prendre le sujet et à venir à consulter les partenaires sociaux, donc y compris nous, sur la directive, la potentielle directive qu'elle a proposée fin 2021. Et là, ce que nous, on a apporté dans le débat, c'est de dire, il faut régler la question du statut, il faut améliorer les conditions de travail. On ne pourra pas améliorer les conditions de travail sans régler la question du statut. On peut améliorer, par contre, alors après, le droit à la négociation collective des travailleurs. Et on peut également donner des nouveaux droits en management algorithmique aux travailleurs. Et ça, c'est un peu ce qu'on a essayé d'amener dans la discussion sur la directive, avec justement dès lors sur la question du statut, la proposition d'une présomption de salariat que nous on avait dès lors discuté à l'intérieur de la Confédération européenne des syndicats en 2020 pour proposer cette solution, une présomption de salariat avec une inversion de la charge de la preuve, pour justement mettre pour justement ne pas dire que moi, je ne sais pas dire moi-même si un travailleur est salarié ou est indépendant. Mais par contre, on a besoin d'un outil juridique qui mette la charge sur la plateforme de prouver la réalité de travail, en prenant le point de départ que la plateforme, si elle le veut, elle est en capacité d'imposer la subordination. Donc, elle intègre dans son code des éléments de comment est-ce que les tâches vont être réparties, comment le travail va être organisé. Dès lors, c'est la plateforme elle-même qui est en capacité d'intégrer des éléments de subordination dans la plateforme. Si c'est le cas, on ne peut pas attendre du travailleur d'aller devant la cour parce que lui peut-être avoir des indices de subordination, mais un des éléments de subordination, c'est par exemple le fait d'être sanctionné, de pouvoir être sanctionné par la plateforme pour une tâche qu'on n'aurait pas trop bien faite ou pas assez rapidement. Le travailleur, s'il reçoit pas de tâche, il ne sait pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de tâche ou parce qu'il a été sanctionné. Dès lors, la seule façon de vérifier s'il y a des éléments de subordination, c'est de dire c'est à la plateforme de tout prouver. Et donc, partons du présupposé que ces travailleurs sont salariés parce que ils sont dans la situation de vulnérabilité, mais si la plateforme prouve l'inverse, très bien, on aura alors vérifié que les travailleurs sont réellement indépendants et rien ne changera pour ces travailleurs-là. Ça met, en fait, ça protège
des deux côtés les travailleurs, tant salariés qu'indépendants, parce que dans le cas du salarié, il reçoit, c'est-à-dire faux indépendant, devra accéder alors à un contrat de travail et tous les droits sociaux qui vont avec. Par contre, dans le cas d'un réel travailleur indépendant, ce ne sera plus à lui s'il veut rester réellement indépendant, refuser des tâches, ne plus travailler avec telle personne. Quel, ça pose la question de quel est réellement le recours d'un travailleur indépendant s'il voit un des éléments subordination. Dans les faits, évidemment que théoriquement tout le monde peut aller en justice. Après, tout le monde n'a pas l'argent pour aller en justice. Tout le monde n'a pas le courage d'aller en justice et de passer des années face à une plateforme qui contestera quand même. On pense à un travailleur indépendant qui pourrait se dire il est subordonné sur telle ou telle plateforme. Dans les faits, théoriquement, il a le droit d'aller devant la justice, mais dans les faits, tout le monde n'a pas les moyens d'aller devant la justice, tout le monde n'a pas le courage, le temps d'aller devant la justice et de passer des années de procédures judiciaires à financer un avocat et savoir que la plateforme, elle a aussi budgété énormément d'argent pour se défendre devant la justice contre les reclassifications. Donc, que font les travailleurs? Soit ils acceptent et ils continuent, soit dans les faits, ils arrêtent de travailler avec cette plateforme-là, ils vont essayer d'en trouver une autre. Mais donc, dans les faits, c'est aux travailleurs de s'adapter au fait que la plateforme ne respecte pas les règles dans la réalité. Et on règle pas le problème que les plateformes jouent entre les dans les zones grises entre le travailleur réellement indépendant et le travailleur salarié. Donc une directive avec une forte présomption de salariat aiderait justement à régler ça pour que tant le travailleur qui doit être classifié puisse le devenir et que le travailleur réellement indépendant qui veut être réellement indépendant soit protégé contre la subordination dans les plateformes. Donc, c'est-à-dire la présomption de salariat, les seuls qui peuvent avoir peur de la présomption de salariat, c'est en fait les plateformes qui ne respectent pas les règles. Et donc, ça, c'est un peu le problème dans les Il y a des discussions. critères, il y a une discussion autour des critères. Oui, donc ça, c'est un peu, à notre analyse sur les critères, c'est un peu le ver dans le fruit, parce que la présomption d'innocence, on l'active pas avec des critères. Une présomption, c'est une présomption. C'est pas relatif une présomption. Donc soit on présume quelque chose, soit on ne le présume pas. Ici, la présomption de salariat, pour nous, elle devrait pouvoir être réfutée que par la plateforme si la plateforme considère travailler avec des travailleurs indépendants. Euh, la difficulté dans les discussions actuelles et dans les négociations qui vont s'ouvrir entre le Parlement, la Commission et le Conseil européen, c'est que dans la proposition de la Commission et dans la proposition du Conseil, il y a des critères pour activer la présomption de salariat. Des critères pour les activer, donc 2 sur 5 ou 3 sur 7. On va peut-être pas rentrer dans le détail des critères, mais donc qui active ces critères, qui lance la présomption de salariat. Selon nous, si on met une directive déjà en place, c'est pas pour dire aux travailleurs vous pouvez aller devant les courses que vous pouviez déjà faire. Donc, a priori, ça devrait être aux plateformes d'appliquer la directive et évidemment aux inspections du travail de vérifier que ce soit le cas. Mais donc, le lancer de devoir demander de d'abord matcher des critères, donc par exemple 2 ou 3, fait que un des éléments de subordination dans cette liste ou deux. Donc, si on est dans le cas de 2 critères comme dans la proposition de la Commission, ça veut dire qu'on accepte qu'un élément de subordination soit rencontré sans que ça lance une présomption de salariat. Pour que ce soit concret, la question, ça veut dire sur 5 critères dans la proposition de la Commission, si un des critères, c'est celui de fixer le prix. La plateforme fixe Un le critère prix essentiel pour les, qui est pour un les, critère essentiel de l'indépendance, selon la jurisprudence aussi de la Cour de justice. Et donc, ça veut dire que si seulement ce critère est prouvable par le travailleur, un critère, et que les autres, par exemple le fait d'être sanctionné, le fait d'être limité dans le fait de pouvoir avoir une base client et d'autres éléments, le fait d'avoir des obligations en termes de standing ou d'utilisation de l'application, etc. Donc différentes règles et que les plateformes peuvent introduire. Si on n'arrive pas à prouver les 4 autres critères,
eh ben, dans les faits, la présomption de salariat ne se lance même pas. Ça veut dire que, en fait, on a des plateformes dans ce cas-là qui fixent le prix et en fait, aucun travailleur indépendant ne peut contester qu'il est en fait subordonné. Donc, en fait, les critères, pour nous, sont une façon de limiter la requalification. Le problème qui est reconnu, c'est le fait qu'il y a des travailleurs subordonnés. Donc, la commission 5 millions de travailleurs subordonnés sur les 28, potentiellement. Sur les 28 millions de travailleurs dans les plateformes, il y en aurait 5 millions qui sont à gros risque de subordination. Et là, j'ai du mal à comprendre comment une présomption à lancer par chaque État individuellement ou individuellement par des travailleurs avec des procédures qui vont durer encore longtemps, mènerait à la reclassification de 5 millions de travailleurs. C'est quand même plus facile, selon nous, de dire une présomption est générale et on demande aux 500 plateformes de la réfuter. C'est plus facile de demander à 5 millions de personnes, c'est plus difficile de demander à 5 millions de personnes de faire quelque chose qu'à 500 personnes. Et d'autant plus les 500 applications ces 500 applications actives dans l'Union européenne sont celles qui ont les infos dont on a besoin, qui sont relevantes pour déterminer est-ce qu'il y a subordination ou pas. Donc, en effet, la discussion sur les critères est donc encore pire dans la proposition dans l'approche générale qui a été adoptée il y a 2 semaines par le Conseil européen, où là, il faudrait activer 3 critères sur 7, en fait, avec une directive qui dirait ça, on légitimerait la subordination des travailleurs indépendants. Parce que dans les faits, ils auraient un outil très faible à disposition que pour aller en justice. Et en plus, s'ils ne sont subordonnés que deux éléments sur 7, eh ben, pas de problème, vous n'avez aucun droit à aller en requalification. Donc, je comprends que vous avez un regard mitigé en fait sur ce projet de directive, en tout cas tel qu'il a été adopté par le Conseil européen. Une avancée sur la présomption de salariat, mais comme vous dites, le verre est dans le fruit dans sa mise en œuvre via les critères avec il faut au moins 3 critères sur 7, que 3 critères sur 7 soient remplis. Donc, Oui. Bah, là, on peut être aussi les négociations, l'histoire elle n'est pas encore terminée évidemment parce que le Parlement européen, lui, a une position qui est beaucoup plus proche de la nôtre où ils ont proposé et voté à une énorme majorité la présomption générale de salariat où c'est à la plateforme de réfuter. comment vous Ça. expliquez ça, que politiquement, le sujet soit assez dépasse les clivages habituels droite-gauche, par exemple, sur cette position des travailleurs des plateformes? Alors au Parlement, je l'explique par le fait que il y a personne il y a personne si on met les plateformes de côté, Mmh. parmi les acteurs, il y a personne qui dit qu'un travailleur indépendant doit être forcé à être salarié, il y a personne qui dit qu'un salarié doit être forcé à être indépendant. Tout le monde dit on doit régler ce qui est en train de se passer ici dans la zone grise. Donc s'ils sont réellement indépendants, ils resteront réellement indépendants. Et en plus, ils seront protégés contre la subordination. S'ils sont dans les faits subordonnés, ils deviendront salariés. Et donc c'est difficile de s'opposer à une évidence de droit. Mais par contre, on voit bien que le lobbying fort des plateformes, d'Uber, de Deliveroo et des autres, fonctionne très très bien vers les États et donc vers le Conseil européen et en partie a séduit certains députés européens conservateurs et de droite, mais ça n'a quand même pas fonctionné vu que la grosse majorité les 2 tiers, plus des 2 tiers, près des 2 tiers des députés ont voté pour un mandat fort à un moment où je pense personne n'avait envie au moment de la révélation, juste après la révélation des Uber Files, d'être étiqueté lobbyiste des plateformes. Je pense que en effet, le débat public est globalement quand même avancé pour dire que ces travailleurs ont besoin d'avoir des droits sociaux et d'être respectés, soit dans leur autonomie, soit s'ils sont subordonnés ils doivent recevoir leurs droits en tant qu'employés, et que c'est un peu difficile de jouer le rôle des plateformes qui disent bon ça va détruire l'emploi, nos travailleurs sont contents, etc. Parce que Un au vrai final, argument quand même, non? ben, nos travailleurs sont contents, personne, si ces plateformes-là, dans les faits, ne subordonnent pas, aucun problème, elles ne seront pas reclassifiées. Donc si elles ont peur, c'est qu'elles savent qu'il y a un problème en fait. C'est qu'en lisant les critères de subordination, elles se disent ah ben peut-être qu'en fait je subordonne.
elles savent bien, enfin, je veux dire, elles mettent, depuis des années, quand même, pas mal d'argent dans le lobbying, pas mal d'argent dans, la contestation des décisions de justice. Elles savent quand même bien que un peu partout elles ont perdu et qu'elles appliquent pas les décisions de justice, les grosses plateformes. Donc, quand elles lancent, des enquêtes comme on voit un peu chaque année, une enquête, auprès des travailleurs pour savoir si ces travailleurs sont contents et s'ils voudraient être, si une directive était mise en place, qu'est-ce qu'ils pensent de s'ils devenaient salariés. Ah ben, en fait, quand on lit les questions qui sont posées aux livreurs, aucun chercheur ne mettrait son nom sur ce questionnaire. Parce que, en fait, les questions sont complètement biaisées dès le départ. On leur dit à ces livreurs, quand on leur pose la question, quand la plateforme leur pose la question, est-ce que une directive qui vous reclassifierait et vous ferait perdre toute votre autonomie, vous seriez content avec ça? Ben évidemment que les travailleurs disent non, je veux pas perdre toute mon autonomie. Non, mais personne ne dit dans la directive qu'ils doivent perdre leur autonomie. L'autonomie, ça existe dans les tâches salariées aussi. On dit juste s'ils sont s'ils sont réellement salariés, ils doivent être salariés. Et donc ces plateformes-là, je pense que l'intensité de leur lobbying est un indice du fait qu'en fait, elles savent que, dans les faits, elles subordonnent. Je pense pas qu'une plateforme qui aurait lu la directive et serait au clair sur le fait qu'elle ne matche aucune de ces critères, mettrait autant de moyens pour essayer d'empêcher de réguler. D'accord. Puisque vous parlez d'indépendants salariés, est-ce que, il y a quand même une demande d'autonomie qui s'exprime à travers, que les 28 millions, c'est pas uniquement de travailleurs qui travaillent aujourd'hui pour des plateformes, c'est pas uniquement par nécessité économique. Il y a aussi une vraie demande d'autonomie accrue, même si, elle n'exclut pas la subordination. Est-ce que ça veut dire, à votre avis, qu'il faut aussi faire évoluer le salariat en Europe, pour mieux répondre à cette demande d'autonomie ou pas? Ou au contraire, c'est dangereux de trop mélanger, de trop rapprocher le salariat du statut d'indépendant? Alors je pense qu'il y a 2 questions dans la question. Oui? Mais donc dans les discussions autour de la directive, tout le monde a été assez clair de dire: «On veut pas de troisième statut». Mmh. Il y a un statut indépendant qui est valable et il y a un statut salarié qui est valable. Ils protègent les 2 différemment, mais ils protègent l'indépendance, et l'autonomie, sans subordination pour l'indépendant. Par contre, il y a une subordination pour, le salarié. Mais les évolutions du monde du travail font que on voit bien que, par exemple, avec l'avènement aussi du télétravail, avec, le fait de travailler, aussi, différemment dans les entreprises, heu, mène, heu, mène à plus d'autonomie, dans beaucoup de tâches, que des salariés ont. Par contre, avec la protection il y a un contrat de travail, c'est à l'employeur de me donner du travail, de me payer, et les protections qui vont avec. La grosse différence avec le travailleur indépendant, c'est qu'il décide quand il veut travailler, c'est qu'il décide sur quoi il veut travailler, il décide avec qui il veut travailler. Donc il y a pour moi toujours une bonne séparation entre les 2 statuts. Ça ne veut pas dire que dans le salariat, l'autonomie, ne doit pas se développer en négociation entre les salariés, et leurs représentants avec les représentants des entreprises pour dire comment est-ce qu'on va organiser, des rythmes de travail qui sont compatibles avec la conciliation vie privée, vie professionnelle, où, on fait pas forcément 9-17, si les travailleurs ne veulent pas faire 9-17. S'ils veulent la protection du 9-17, ben, tant mieux, alors on continue avec ça. Mais que les discussions dans les entreprises ont mené dans les dernières années et peuvent encore évoluer à une prise en compte premièrement, l'autonomie, mais aussi la recherche de sens. Parce que derrière la question de l'autonomie, il y a aussi la question du sens qui est amenée fortement par les nouvelles générations de travailleurs. Je veux pas rentrer dans une entreprise où j'ai juste un boss qui me crie dessus, c'est une évidence, et que je vois pas pourquoi je suis là. Donc cette recherche de l'autonomie et du sens dans l'exécution du travail, elle a sa place dans le salariat, mais ça se passera. Là, on n'a pas besoin d'une directive pour faire ça. On a besoin de négociations collectives fortes et de discussions entre les représentants des salariés et des employés et des entreprises, pardon, pour adapter à la réalité de travail ces différentes demandes.
Pour revenir sur le projet de directive, la France fait partie des pays qui se sont opposés à l'introduction d'une présomption de salariat, avec notamment l'argument de son propre modèle fondé sur un dialogue social, puisque il y a une loi qui a été introduite l'année dernière qui permet la représentation des travailleurs des plateformes et puis de fait qui a donné lieu à des élections et puis des accords. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle vanté par le gouvernement français? Ouais, donc là, c'est difficile de se prononcer sur la réalité française directement, mais ce que je vois de ce que la France a pris comme position dans le débat sur la directive, c'est que c'est complètement à rebours de la jurisprudence française. Si on prend, comme je disais, les cas de la Cour de cassation pour Uber, les cas de délivrement de travail dissimulé et d'autres devant plein de cours d'appel dans les dernières années, on attend depuis soit 4, soit 3, soit 2 ans l'application de cette jurisprudence. Donc en fait, on a un gouvernement qui, dans les débats européens, amène le non-respect de sa jurisprudence dans la discussion en disant moi, je préfère bétonner un statut intermédiaire qui est une sorte de troisième statut dans les faits, sans le dire. Donc tout le monde dit au niveau européen, dans la directive, il n'y aura pas de troisième statut, il faut faire respecter, soit ils sont indépendants, soit ils sont salariés. Et en fait, on a des États qui avancent à pas cachés d'une certaine manière pour détricoter la présomption de salariat pour permettre de continuer avec un troisième statut. Alors que personne ne dit que les indépendants doivent être forcés à être salariés, je le répète, et personne ne dit, mais par contre, ils doivent être réellement indépendants. Et donc, si on développe la négociation collective, ce que la France aussi est un des premiers pays à avoir avancé sur cette question-là pour la négociation collective des travailleurs indépendants, c'est aussi évidemment bienvenu, mais la, la négociation du travail avec les travailleurs indépendants ne peut pas remplacer la requalification s'il y a subordination. Donc on ne peut pas négocier par le dialogue social avec des indépendants des éléments de subordination et dire après, ils les ont négociés ensemble et donc il n'y a pas de requalification. J'organise complètement, on se met d'accord j'organise complètement le secteur, mais vous restez indépendant parce que aussi dans certains pays, être indépendant est intéressant fiscalement à certains niveaux de revenus. Donc on s'entendrait peut-être sur les prix, on s'entendrait sur comment c'est organisé les différentes obligations des travailleurs. Donc il y aurait un travail complètement subordonné, mais parce qu'on l'aurait négocié ensemble, avec une position quand même très vulnérable des travailleurs par rapport aux plateformes. C'est quand même dans le travail salarié, toujours vrai que les représentants des travailleurs sont quand même un peu informés et consultés sur les directions de l'entreprise, mais c'est pas qu'ils définissent comment l'entreprise avance, à part dans certains pays plus avancés avec la codétermination. Mais avec les travailleurs indépendants qui, dès lors, ont très peu de protection contre le licenciement. Enfin, du coup, c'est même pas un licenciement, c'est une Mmh déconnexion. mh. Mmh. Quelle est en fait la force des travailleurs indépendants d'imposer des réelles conditions? Moi, ce que j'ai souvent entendu des travailleurs indépendants, c'est oui, on voudrait pouvoir fixer les prix, mais des prix minimum. Ce que voient les travailleurs, c'est que dans les faits, on a plutôt des prix maximum sur les plateformes et qu'à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, des avancées en petite protection, j'appellerais pas des protections sociales, mais des protections privées, des assurances, etc., qui ont été proposées aux travailleurs, eh ben, les prix ont baissé. Euh, ils Donc, n'ont pas eu ce d'amélioration. qui est donné en sous forme de protection est prélevé sous forme Tout à de fait. Et donc rémunération. les travailleurs, ils veulent pouvoir continuer aussi ils veulent avoir s'ils sont indépendants, ils veulent aussi avoir leur base client. C'est aussi prouvé que c'est impossible sur une plateforme, ou alors il faut rester en contact avec le client, etc. Mais c'est quand même
pas très incités par la plateforme comme comportement et certainement aussi traqués pour que ce soit pas le cas. Et de toute façon, le fait que comment sont organisées les plateformes fait aussi que c'est plus intéressant pour le client de rester via la plateforme que d'être en direct avec un travailleur. Parce que l'assurance du paiement, l'assurance de quelqu'un va arriver, etc. Donc, je comprends aussi que le service est intéressant pour les clients, mais dans les faits, ça veut dire que l'indépendant, lui, ne peut pas créer sa base client, il peut pas sous-louer son compte, etc. Donc, dans les faits, est-ce que c'est réellement un indépendant? Donc, le modèle promu par la France dans ces discussions-là, j'ai l'impression que c'est un peu laissez-nous faire un troisième statut, détricotons votre présomption de salariat, mettons des dérogations dès que c'est possible dans les discussions dans la directive. Donc il y a des discussions sur des dérogations de si la négociation, la présomption de salaire, les critères de la présomption de salariat qui seraient rencontrés parce que la loi oblige les plateformes à le faire ou la négociation collective oblige les plateformes à le faire, ne compterait même pas comme indice de subordination. Ça veut dire que ça détricote complètement la présomption. D'autres dérogations, c'est de dire que si une autorité, les autorités compétentes savent que selon leur modèle, la directive ne mènerait pas à la reclassification, eh ben on lance même pas la procédure. Donc en fait, alors que la directive, elle essaye de mettre un peu de l'ordre sur on ne sait pas réellement comment fonctionnent ces algorithmes. Certains disent en fait on va même pas regarder comment ils fonctionnent ces algorithmes. Alors que c'est quand même une question d'ordre public et d'intérêt public quand même de Mmh. savoir comment ces algorithmes fonctionnent, quels sont les effets sur les conditions de travail des travailleurs, que ces travailleurs puissent négocier les conditions de travail liées à cet algorithme. Et donc, si le développement de la négociation collective et du dialogue social en France était plutôt la transposition de la deuxième partie de la directive sur les droits algorithmiques, alors pas de problème. C'est justement négocions par le dialogue social. Quand c'est avec des travailleurs indépendants, ben, donc avec les représentants des travailleurs indépendants, les droits de ne pas pouvoir être déconnectés comme ça, de pouvoir contester ça, de pouvoir aussi savoir quelles données sont processées par les plateformes, de parler des éléments de santé, sécurité, etc. Et quand c'est des salariés, ben, dialogue social traditionnel, les négociations directes. Donc, je pense qu'ici, on a en effet un groupe de pays qui essayent de détricoter complètement les objectifs de la directive. Mais dans les faits, une directive, ça doit avoir un effet au niveau européen. Et si on met des dérogations partout, ben, on aurait pu faire une recommandation. La directive, elle doit être appliquée. À partir du moment où elle sera votée, elle doit être appliquée. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait une sorte d'harmonisation au niveau européen grâce à la directive, dans le sens où ces plateformes, elles sont là, elles sont partout. Je veux dire, elles peuvent pas, avec le même fonctionnement algorithmique, devoir salarier en Belgique et continuer avec un travailleur indépendant en France. Je veux dire, c'est sur ça qu'elles jouent aussi. Elles ont souvent joué de ce chantage aussi par rapport à l'Espagne qui a reclassifié les livreurs, etc. De dire ah ben ailleurs on peut travailler avec des indépendants, donc on va partir d'Espagne et ça va détruire de l'emploi. Alors que au final, c'est un faux argument que ça va détruire de l'emploi. Enfin, deux éléments sur la question de la destruction Oui, d'emploi. C'est oui. que il y a aussi destruction d'emplois quand une plateforme qui travaille avec des indépendants décide du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts dans la nuit, de quitter le territoire. Et ça arrive. Je dirais en 2021, par exemple, en Allemagne, fermeture dans beaucoup de villes de Delivery Hero. On a vu aussi dans d'autres pays ces mouvements où, selon la capitalisation boursière, on se dit ah bah, je ferme dans cette ville parce que c'est pas très intéressant. Donc la seule différence entre les deux cas où s'ils sont salariés, il y a la destruction d'emplois et s'ils sont indépendants, il y a aussi destruction d'emplois, c'est que quand une plateforme arrête de travailler, si avec des salariés, ah ben, il y a des droits qui vont derrière au chômage
Elles doivent aussi, dans beaucoup de pays, informer sur la décision de pourquoi est-ce qu'elles veulent partir, etc. Elles peuvent pas partir du jour au lendemain. Donc ça, c'est un peu présenter aussi le débat de manière biaisée, de dire destruction d'emplois. Dans les faits, elles détruisent déjà des emplois, sauf qu'elles savent en un claquement de main et sans aucun risque et sans aucun coût le faire. Le deuxième élément sur la destruction d'emplois, c'est que c'est des arguments qu'on a entendus tout, toute l'histoire du droit social. En fait, le salaire minimum, c'était aussi une destruction d'emplois. Les entreprises disaient ah mais si vous faites du salaire minimum, alors ça va détruire des emplois parce qu'en fait on va devoir payer plus cher. On vient d'avoir une directive adoptée au niveau européen enfin sur les salaires minimums. Ces arguments existaient toujours la question que ça pose derrière, c'est s'il y a des secteurs qui ne savent pas payer les gens au salaire minimum et être profitables, s'ils ne savent pas s'ils sont obligés d'exploiter en dessous du salaire minimum les gens pour être profitables, peut-être que ces secteurs ne doivent pas exister. Et dans le salariat, ces entreprises qui ne savent plus faire de profit sont des entreprises qui disparaissent. On ne fait pas au nom des entreprises qui ferment dans l'économie traditionnelle, on ne va pas leur injecter, à part dans les périodes de crise comme le Covid, pour évidemment quand c'est des crises extérieures, mais si c'est l'élément central de l'entreprise qui fait qu'elle n'est pas profitable, eh ben, il y a personne, le pouvoir public n'est pas là pour la sauver et de mettre des régulations qui font qu'elles peuvent reporter en fait cette absence de profit sur les droits sociaux des travailleurs. Parce que si on discutait encore d'aide publique pour aider des entreprises qui sont en difficulté, c'est une autre question que de dire vous pouvez moins payer vos travailleurs au nom de ne détruisons pas l'emploi. Donc je pense que si on est du côté des droits sociaux, cet argument-là de la destruction d'emplois, il est quand même fortement fallacieux. Merci. Vous dites donc que la France fait pas partie des pays qui, selon vous, sont des modèles pour l'avenir. Est-ce que positivement, vous avez des pays qui vous semblent aller dans la bonne direction? Alors là c'est toujours aussi difficile dans le sens où personne, je pense qu'il y a personne qui peut dire qu'il l'a bien fait jusqu'ici. Je peux pas dire non plus que la France l'a mal fait. Elle joue un rôle en tout cas qui va pas dans le sens qu'on voudrait. Mais il y a peu de pays qui peuvent dire nous on a réglé la question. Ce qui montre aussi la nécessité de la directive, parce que comme je disais, les plateformes sont souvent des plateformes multinationales qui sont actives partout et donc la concurrence elles la font jouer entre les États. Là, évidemment, on parle souvent de l'Espagne qui a avancé sur la question de la loi Rider pour les livreurs. Mhm. C'est un exemple d'avancée, évidemment, mais ce n'est limité qu'aux C'est encore livreurs. tout récent. C'est récent, c'est difficile à mettre en application parce que les plateformes ne respectent pas d'emblée les lois, même quand on les écrit. Si ça avait été des citoyens, ben, je pense que ils auraient été obligés de les citoyens face aux lois sont quand même moins dans l'immunité qu'une plateforme. C'est quand même une vraie question pour aussi pour l'application de la directive, c'est que c'est difficile d'appliquer la directive à des plateformes qui sont pas des entreprises physiques. Mhm. C'est facile quand une entreprise physique viole des lois environnementales, alimentaire, de sécurité alimentaire, etc., d'aller dire, OK, je fais une descente vers cette entreprise et je la ferme peut-être une semaine si il y a des choses à vérifier, etc. C'est, ça, c'est une question pour les inspections du travail, existe. Dans les plateformes numériques, c'est un peu difficile. Comment on va arrêter une application On va pas, et les syndicats vont jamais dire allez arrêter les travailleurs dans la rue de l'application. Donc ça pose la question de la mise en application de ces droits qui va être extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut que la directive soit aussi très forte. Mais donc l'Espagne a mis en place une loi récemment, en 2020, oui, pour dire que les coursiers seraient des salariés et donc sont rattachés au statut de travailleurs. Euh, et ben malheureusement, donc ça c'est un bon point de départ, mais il y a que les coursiers qui sont dans ce cas-là, alors que les travailleurs de plateforme, comme on l'a dit au début, ça va s'étendre dans beaucoup de secteurs, etc. Le travailleur de plateforme en soi, ça n'existe pas. C'est un livreur qui travaille via une application, mais demain ce sera un travailleur de la construction qui travaillera via une application.
Si on peut faire du travail à la tâche dans pas mal de secteurs, eh ben, on fera du travail à la tâche parce que c'est plus profitable de ne pas avoir à donner du travail toute la journée à quelqu'un, mais de lui donner du travail que quand il y en a. Donc, le modèle économique qui est derrière sera intéressant. Et donc là, évidemment, sera intéressant pour les entreprises qui veulent faire du profit, pas pour le droit social et les syndicats. Mais là, l'Espagne, évidemment, a fait un pas en avant, mais ce qu'on a besoin, c'est que ce soit tous les travailleurs qui soient concernés La par directive. cette question-là, et qu'ils puissent aussi, un élément de la loi espagnole qui était aussi intéressant, mais dont c'est encore difficile de savoir si elle est réellement mise en application, c'est de dire toutes les entreprises doivent informer sur leurs investissements algorithmiques par la négociation collective avec les syndicats. Ça, je pense qu'il y a eu quelques circulaires qui ont été envoyés vers les entreprises sur le type d'informations qu'ils doivent fournir dans le dialogue social, mais c'est encore très faible. Et là, on a aussi besoin d'une directive qui vient renforcer ça et donner une approche européenne pour dire aux plateformes comment l'algorithme affecte les conditions de travail. C'est un sujet de négociation et il y a des choses que vous pouvez pas faire. Ce qui ne peut pas être fait dans le monde réel ne peut pas être fait dans le monde virtuel, et vous devez négocier les conditions de travail. Donc ça, c'est certainement les points avancés dans l'application de la directive quand elle sera adoptée, espérons-le, assez vite. On n'a pas parlé de protection sociale en tant que telle. En France, ça a été un des débats. Est-ce que c'est la plateforme qui doit enfin proposer la protection sociale, ou c'est à l'indépendant avec son revenu de s'acheter sa propre protection sociale, avec des arguments des deux côtés. Certains des indépendants disent non, non, je veux pas, ce qui peut sembler contre-productif. Donc, je ne veux pas que la plateforme propose de la protection sociale, car ça serait un levier supplémentaire de dépendance. Si je suis indépendant, alors c'est à moi d'avoir suffisamment de revenus par la plateforme pour m'acheter ma propre protection sociale. Quelle est la position de la CES là-dessus, Bah, il n'y sur a pas de plateforme et point protection à stricto sociale? sensu parce que les modèles de protection sociale européens sont quand même assez divers. Mhm, Mais mhm. quand on prend le cas de la France, oui, je comprends l'argument de la dépendance sociale qui pourrait en découler. La logique de la protection sociale dans pas mal de pays, c'est que si on tombe malade, si on tombe au chômage, etc., même si ça a été financé par la plateforme, on n'est pas dépendant de la plateforme. C'est des modèles de protection sociale publique. Si on a une plateforme qui développe une assurance avec AXA, par exemple, sans nommer la plateforme, en France, et que on est assuré selon le niveau de revenu qu'on fait sur la plateforme, eh ben, il y a évidemment une dépendance au fait de travailler pour cette plateforme autant de temps. Alors que la protection sociale, elle, ne devrait pas être liée au fait de travailler autant de temps pour cette plateforme. Surtout avec l'argument supplémentaire que les plateformes disent, ils sont indépendants, ils peuvent travailler pour plusieurs plateformes. Ce type de protection sociale, qui sont pour moi pas des protections sociales, mais du coup des protections privées, euh, Mhm. en fait, rendre plus dépendant encore le travailleur de la plateforme, et comme je disais précédemment, ont souvent mené à des réductions en fait de tarifs. Et donc Mhm. si au final ça réduit les conditions salariales de revenus des travailleurs, ben on a un problème. Je pense que les travailleurs ont plus intérêt à négocier en tant qu'indépendants des tarifs minimum qui seraient c'est à réfléchir, hein, c'est une question ouverte, mais qui serait au niveau au moins de ce qu'un salaire minimum plus toutes les cotisations du salarié sont, pour Mhm. qu'il y ait pas pour que ce soit pas plus intéressant économiquement d'exploiter un indépendant. Donc, ça serait intéressant d'avoir une discussion sur un tarif minimum dans les différents pays. Mais au moins, avec ce tarif minimum négocié, le travailleur sera en capacité de choisir sa protection sociale. Est-ce que c'est plus important pour lui de mettre dans la pension, ou est-ce que c'est plus important pour lui de mettre dans la protection contre les accidents? Je pense que ça dépendra des secteurs où il travaille. Moi, évidemment, en tant que représentant des salariés, majoritairement, même si on s'ouvre aussi aux travailleurs indépendants dépendants, euh, j'aime avoir une protection sociale large où le travailleur est protégé tout au long de sa vie pour tous les risques qu'il va avoir dans sa vie professionnelle et privée. Mais en tout cas, dans le modèle actuel,
je pense qu'il vaut mieux protéger l'indépendance du travailleur indépendant que d'introduire des éléments de dépendance qui mèneraient à terme à la consolidation d'un troisième statut. Merci beaucoup. Donc, si on résume les positions de la CES aujourd'hui, vos priorités d'action sur les travailleurs des plateformes, c'est la présomption de salariat. Est-ce qu'il y a d'autres priorités d'action? Ouais, donc c'est évidemment que la directive aille à son terme et qu'elle puisse être implémentée et qu'une présomption D'accord. de salariat soit mise en place pour protéger les travailleurs salariés avec des vrais contrats et des vrais droits sociaux et les indépendants, comme je disais, les protéger contre la subordination, mais aussi un élément que j'ai pas trop développé, mais les entreprises qui sont en concurrence avec les plateformes sur les mêmes segments de marché n'ont aucun outil que pour contrer ces distorsions de concurrence. Et donc la présomption de salariat, elle aidera aussi les entreprises qui sont en concurrence dans des secteurs où elles sont pas encore sur des plateformes, ou alors elles sont sur des plateformes mais elles ont des salariés. Et donc on voit bien qu'il y a plein de modèles comme le modèle il y a beaucoup de travailleurs qui sont passés par des plateformes qui ont créé après des coopératives aussi via l'algorithme. Dans les faits, elles peuvent pas concourir avec les gros players. Elles peuvent développer des produits dans des secteurs où elles vont avoir elles vont se trouver une base client, mais dans les faits, elles savent pas concourir. Il y a une distorsion de concurrence que les entreprises dès lors ne savent pas concurrencer. Donc avoir un terrain de jeu équitable et pour les entreprises et pour les indépendants et pour les salariés passe par le fait de mettre le maximum de règles sur les plateformes. Ensuite, le deuxième élément, c'est que cette directive, c'est que le point de départ de ce qui est notre ADN au départ, organiser les travailleurs et négocier collectivement leurs conditions de travail. Donc être en capacité d'organiser les travailleurs parce que dans les faits, dans les plateformes, c'est difficile, on n'a pas contact avec les travailleurs directement, il n'y a pas de canaux de communication entre les travailleurs eux-mêmes, ou très peu, ça commence à se discuter, se développer, dans la directive, il y a des idées dans ce sens-là, mais donc les syndicats et que les travailleurs puissent s'organiser en collectif pour organiser justement leurs revendications. Ça va être le travail des années à venir pour justement représenter ces travailleurs et connaître leur réalité, porter leur réalité face aux plateformes et face aux décideurs politiques. Je pense on est loin de cet objectif-là pour le moment, mais la directive peut aider à mettre des règles qui vont faciliter ça. Et le deuxième élément, la négociation collective, c'est de dire tous les éléments qui organisent la relation de travail et les conditions de travail, la santé et sécurité, tout doit être négocié avec les représentants des travailleurs via leurs syndicats. Et ça, même chose, la directive sera un point de départ pour ça, avec des idées, mais il y a tout un travail dans les années à venir de discussion entre ces entreprises et les syndicats pour organiser un modèle de plateforme qui soit bénéfique pour l'amélioration des conditions de travail d'un côté, mais aussi en tant que innovation sociale. Si ces plateformes sont utiles pour la société, eh ben, par des bonnes conditions de travail, elles pourront continuer à prospérer. Et celles qui justement donnent des bonnes conditions de travail, grâce à ces règles et ces négociations, pourront prospérer sans avoir à chaque fois à essayer de rogner sur les droits des travailleurs. Donc nous, c'est ça notre objectif, c'est que des plateformes, des entreprises qui se développeraient avec des plateformes, soit aussi, si on va sur la discussion de l'intelligence artificielle, avec le management algorithmique de plus en plus, et ben, que ces conditions, on a besoin de régulation forte pour qu'il y ait un terrain de jeu équitable qui respecte les droits des travailleurs et ouais. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure, puisque vous avez parlé vous dites, la directive est un point de départ, il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous avez insisté au début sur le fait que ce qui était nouveau avec les plateformes, c'était l'algorithme. Or, le management algorithmique et les algorithmes se déploient bien au-delà des plateformes. De plus en plus d'entreprises utilisent les algorithmes et plus largement l'intelligence artificielle pour organiser le travail, pas seulement organiser leur mode de fonctionnement interne, mais aussi les travailleurs. Est-ce que, en quelques mots, parce que c'est un sujet qui est très vaste, et pour conclure, vous pouvez nous dire un peu pourquoi, selon vous, selon la CES, c'est un sujet majeur et quelles sont vos priorités d'action sur le sujet? Oui, c'est un sujet Ce sera ma majeur. dernière question.
Et c'est même, oui, c'est la question en fait d'avenir. Et donc c'est pour nous je pense le premier chantier social que devra prendre la prochaine commission. En tout cas, c'est notre souhait. Dans le sens où via la discussion sur la directive plateforme, on a aussi essayé d'amener la question de le management algorithmique. Il est déjà là dans beaucoup d'entreprises. Il touche déjà plus de 100 millions de travailleurs au quotidien C'est énorme, 100 au millions. niveau européen. Donc on peut estimer du coup à oui un tiers de la population active qui est déjà touché par une forme de management algorithmique semi-automatisé ou complètement automatisé. Et donc, il faut mettre des règles aussi là-dedans. Il faut avancer là-dessus. Et là, les outils qui ont été discutés à l'heure actuelle au niveau européen, comme le DMA ou le DSA, sont insuffisants. Donc, mettre des règles sur la protection des consommateurs, le respect du RGPD, etc. Mais la dimension travail et la dimension responsabilité envers les travailleurs du développement de ces intelligences artificielles ou de ce management algorithmique nécessite qu'on ait globalement la même approche que pour la directive plateforme. On avait essayé justement de les discussions avec le Parlement européen qu'ils étendent justement la directive plateforme pour l'élément algorithme des droits algorithmiques à tous les travailleurs, parce qu'en fait chaque travailleur est un travailleur d'une plateforme en puissance, parce que s'il y a du développement algorithmique dans une entreprise, ça peut devenir une plateforme à terme, ou ce sera, si c'est seulement semi-automatisé, ce sera peut-être pas une plateforme, mais le management algorithmique sera là. Ça a été discuté et ça a mené au fait que finalement, c'est pas dans le mandat du Parlement européen pour la discussion de la négociation, mais par contre, il y a un accord général au niveau du Parlement européen de demander à la Commission de venir avec une initiative assez vite. Il y a eu des discussions encore récemment sur la question de dire on a besoin d'une directive sur le management algorithmique dans le monde du travail. Donc, vraisemblablement, d'ici à la fin de cette Commission européenne, ça va être impossible, mais que ça sera dans la mission de la prochaine Commission. Et c'est en fait urgent parce que c'est des sujets, en fait, plateforme ou management algorithmique, où souvent on dit il faudrait qu'on ait plus de connaissances avant de légiférer. En Mais là, fait, s'il non. y a 100 millions de personnes qui sont déjà Légiférer, concernées, oui, et en fait, il faut légiférer avant que la situation se détériore. On n'a pas besoin de si en fait on a une approche par les droits et de mettre des droits minimaux et après la négociation de ces droits par la négociation collective, il n'y a pas besoin de savoir à quel point c'est détrimental ou à quel point c'est profitable. Mettre des droits sociaux ne dépend pas de l'ampleur du problème. Et donc, on a besoin que assez vite une directive arrive sur le management algorithmique dans le monde du travail et on va se battre pour ça dans les mois à venir. Et le texte sur l'IA, en fait, n'est pas assez spécifique sur les questions de travail, hein. Non, clairement, il est complètement insuffisant. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, Ludovic, merci infiniment pour cet Merci, entretien et pour votre patience, hein, et bonne chance à vous pour la suite. merci, à bientôt. Merci, au revoir.